Bienvenue à toutes les actionnaires et sympathisants de CIDI, mais aussi à tous les membres, donateurs, sympathisants, personnes engagées auprès de du CSFD Terre Solidaire, parce qu'on a décidé de faire cette présentation de notre rapport bilan social et environnemental avec les deux structures. Virginie Amieux, donc la présidente de CSFD Terre Solidaire, est aussi avec nous. Je suis très content qu'elle a pu se libérer pour ça. Et donc, je la passe les paroles pour deux, trois mots d'introduction. Vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse d'être là, effectivement, à l'invitation de la CIDI. Voilà, juste rappeler que pour le CCFD Terre Solidaire, c'est un lien qui fait sens. Le CCFD Terre Solidaire a créé et a appelé de ses voeux la CIDI en 1983. Donc c'est 40 ans d'histoire et de lien entre nos deux organisations. L'idée était et est toujours euh, dans, de doter la solidarité internationale d'outils de microfinance. Le CCFD n'était pas outillé pour cela et donc a décidé de créer la CIDI. À savoir que c'était très original il y a 40 ans et que c'est une des premières ONG de microfinance voilà, qui a été créé et qui perdure aussi parce que c'est une longue histoire et c'est pas une histoire simple que de faire perdurer et grandir des instituts de microfinance dédiés aux plus défavorisés. Voilà, donc depuis 40 ans, le CCF des Terres Solidaires reste très impliqué au sein de la CIDI. Alors, je ne vais pas détailler l'organisation qui est un petit peu complexe, comme vous le savez sans doute, en tout cas un certain nombre. En tout cas, le CCFD Terre Solidaire est toujours très présent pour assurer et en tout cas garder l'esprit d'origine et garder le sens que nous avons voulu y donner dès l'origine, et être garant de la mission initiale. On est garant, le CCFD Terre Solidaire, avec vous tous, au sein aussi au sein du commandité, dans lequel nous siégeons avec trois communautés religieuses. Voilà. Et ensemble, nous sommes vraiment attentifs à ce que la mission de la CIDI soit toujours celle, euh, avec les évolutions du monde, évidemment, mais celle pour laquelle elle a été créée et qui va nous être bien présenté puisque on va justement ce soir parler du sens et parler à travers cette question de la performance sociale et environnementale, on va bien parler du sens de l'action et de pourquoi et de comment on peut mesurer ce sens de l'action. Voilà, donc je vais laisser la parole à l'équipe et voilà, je suis toujours et le CCFD Terre Solidaire est toujours très attentif et très heureux de ce lien et de ce lien de sens que nous développons et que nous souhaitons garder, de complémentarité de nos actions entre la CIDI et le CCFD Terre Solidaire. Merci. Merci Virginie, très bien. Donc, juste deux mots pour voir comment ça s'est déroulé, hein. Bon, quand même, se rappeler qu'on est dans un contexte assez difficile actuellement, hein, avec notamment des baisses des fleuves, des crises un peu partout. Et donc, c'est peut-être même plus important encore qu'avant de démontrer nos effets, hein, ou notre impact, hein, socio-environnementaux de l'action de la CIDI. Parce qu'effectivement, c'est ça la mission, et le garant de la mission, le CCD, souhaite qu'on travaille là-dessus. Donc, peut-être trois éléments. Un, c'est effectivement le sens de la CIDI, comme disait Virginie, hein, changement et transition sociale et environnementale. Attention, c'est pas si simple, hein, donc il faut faire des choix de critères. On va voir ça tout à l'heure avec Yon et Ariane, mais on pense pouvoir suivre ce que nous avons voulu faire dans notre plan stratégique sur cette période qui est encore pour un an et demi en cours. C'est pour ça, donc, chaque année, nous sortons ce bilan social et environnemental par un pôle dédié de notre équipe, c'est le pôle performance sociale et environnementale qui va parler dans quelques secondes. Et ça permet aussi, troisième point, à nos partenaires et nos chercheurs de partenariat, les gens de l'opération, de penser l'accompagnement. Parce que pour nous, ce n'est pas une histoire uniquement de l'argent, mais aussi une histoire d'accompagnement technique de tous nos partenaires, les 130 partenaires à peu près qu'on a dans le monde. Et donc ça aussi, on a un pôle dédié pour ça qui s'appelle le pôle AT, accompagnement technique, qui fait ça. Voilà un peu le pourquoi on vous, vous présenter ce bilan cette année de nouveau.
Je laisse la parole à Ariane et à Yon. Et on aura des questions-réponses à la fin, pour rester un peu dans l'heure qu'on a prévue pour cette présentation. À vous. Merci, merci beaucoup Virginie et Nick pour cette introduction et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je vois qu'il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui sont là, donc c'est évidemment un grand honneur de vous avoir pour parler hein, des résultats des partenaires de la CIDI avec Ariane. Vous savez que chaque année, hein, on publie ce rapport, ça a été rappelé. Alors, le pôle PSE fait d'autres choses. Il participe également à l'accompagnement hein, de nos membres et on travaille aussi à faire le lien avec les milieux académiques et les milieux professionnels sur les sujets environnementaux et sociaux en particulier. Mais c'est vrai qu'une grosse partie du travail qu'on a mené là, les 6 derniers mois avec Ariane ont été autour de ce travail de consolidation de données, de valorisation et de compréhension en fait de ce qui s'est passé en 2024 pour vous, pour nous, et qu'est-ce qui a été le plus influent. Et donc on va essayer de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, ça a été dit, la présentation, voilà, on aura un temps de questions à la fin. Vous avez le chat hein, qui peut vous permettre de poser vos questions également, et les collègues seront là pour répondre à celles qui sont peut-être qu'on peut faire directement par écrit. Et puis sinon, voilà, on pourra discuter à la fin. Un petit rappel pour commencer sur qu'est-ce que c'est la CIDI, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, et donc n'hésitez pas à poser des questions à ce sujet aussi. Donc la CIDI, c'est une organisation qui était présentée déjà, hein, qui est une société d'investissement qui s'appuie en fait sur la finance solidaire, et c'est ce qu'on appelle la chaîne de solidarité pour soutenir, mettre à disposition des ressources hein, auprès de nos partenaires dans les pays du Sud. Et on a aujourd'hui donc des ressources qui viennent de particuliers, qui viennent aussi d'investisseurs institutionnels, notamment de la finance solidaire, à peu près 35 millions d'euros hein, qui sont investis dans la société CIDI, sur lequel CIDI, en fait, grâce à ses partenaires et grâce à différents mécanismes, a aujourd'hui prêté, met à disposition 56 millions d'euros à des organisations dans les pays du Sud, dont 27 millions d'euros qui ont été investis en 2024. Alors, typiquement, en fait, on a deux types de partenaires. On en a trois en réalité, mais deux principaux, ce qu'on appelle les institutions de microfinance, hein, à qui on va généralement, voilà, on va prêter de l'argent, soit pour faire un investissement pour qu'elles puissent se développer elles-mêmes, c'est-à-dire se renforcer, développer leur présence, est-ce que tu peux remettre la slide, s'il te plaît, Ariane? Soit à travers en fait les prêts ce qu'on appelle les prêts de fonds de roulement en fait on leur donne pour qu'ils puissent eux-mêmes reprêter en fait hein, de l'argent derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de façon un peu historique. Et il y a également un soutien aux entreprises agricoles, donc des coopératives de production agricole, typiquement, où là, on fait ce qu'on appelle des prêts de campagne. Donc, c'est des prêts annuels et on va avancer de l'argent pour que nos partenaires sur le terrain puissent eux-mêmes acheter, en fait, les ressources au meilleur prix aux petits producteurs agricoles dans les pays dans lesquels ils interviennent. Donc aujourd'hui, on est présent dans 33 pays, principalement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. On a également des investissements au Proche-Orient et encore quelques-uns en Europe qui sont un peu des héritages hein, qui ont été menés. Et on a donc 127 organisations partenaires qui elles-mêmes touchent 10,4 millions de bénéficiaires finaux. Voilà, donc ces 127 partenaires, on les accompagne soit par du financement, soit par de l'assistance hein, technique qui peut être mise en œuvre par des bénévoles de la CIDI, par ses salariés, par le pôle PSE, par exemple, sur certains sujets, ou alors à travers de l'assistance technique. Donc, aujourd'hui, notre écosystème, en fait, voilà, CIDI investit pas toute seule, hein, puisque on est propriétaire d'une société d'investissement qui s'appelle Soluti, qui est localisée en Ouganda et qui va prêter de l'argent dans cette région de l'Est africain à une trentaine d'institutions de microfinance ou entreprises agricoles. On a également, on a un fonds de dette institutionnelle à disposition, donc un espèce
de relais d'argent institutionnel. Donc, c'est autre chose que notre argent à nous, hein. C'est de l'argent de bailleurs de fonds internationaux, typiquement, qui sont regroupés dans un fonds qu'on appelle FEFISOL. Et nous, on peut proposer, en fait, certains de nos partenaires à FEFISOL en leur disant, voilà, nous, on a besoin enfin, on souhaite financer cette organisation à nouveau cette année, mais elle bénéficierait d'un cofinancement entre CEDI et FEFISOL. Et ça permet de faire un levier et de mettre davantage de ressources à disposition de certaines de ces organisations. Vous voyez la répartition, hein, entre IMF et entreprises agricoles. Donc, on a surtout des institutions de microfinance, donc qui font ces petits prêts, hein. Mais en 2024, on a beaucoup, beaucoup développé en fait le financement des entreprises agricoles. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est là que le besoin en fait est le plus fort, très clairement, d'un point de vue des ressources en fait qui sont disponibles. C'est évidemment des acteurs qui sont très cohérents avec notre positionnement, puisqu'ils sont par nature en zone rurale et travaillent avec les personnes qui sont parmi les plus fragiles, hein, des populations dans les pays dans lesquels nous intervenons. Et puis, CIDI c'est aussi équipé à travers des partenariats stratégiques qu'elle a pu mettre en œuvre, par exemple avec l'entreprise Éthicable de commerce équitable, que vous connaissez certainement, qui nous permettent de mieux gérer notre risque, hein. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher, de financer des structures plus petites, plus fragiles, parce qu'elles sont également partenaires d'Éthicable. Et comme ça nous permet d'augmenter en fait assez rapidement le nombre d'entreprises agricoles que nous finançons. Enfin, en portefeuille, on a 4 entreprises dites énergie, qui sont pour 3 d'entre elles des organisations qui distribuent des produits solaires en Amérique latine et en Afrique. Et on a également une entreprise de transport à la voile dans ce panel d'entreprises dites énergie. Voilà, et puis avant de laisser la parole à Ariane, on a cette mission, hein, dont Sidi est doté depuis plusieurs années. On a organisé en fait la façon dont on a défini nos objectifs socio-environnementaux en termes des changements qu'on essaye de générer à travers en fait, hein, les différentes organisations qu'on touche. C'est ainsi que voilà, c'était structuré en fait selon 3 grands piliers qu'on appelle promouvoir l'égalité économique, favoriser la réduction de la pauvreté et soutenir la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, promouvoir l'égalité économique, pour nous, ça va être un travail de renfort économique de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on va essayer de les stimuler pour qu'ils puissent employer plus de monde, créer plus de valeur ajoutée locale, ainsi renforcer l'économie et pérenniser des emplois. Quand on parle de favoriser en fait la réduction de la pauvreté, on parle plutôt des bénéficiaires finaux en fait. Qui ces organisations touchent-elles? Comment elles font pour atteindre des personnes qui sont les plus vulnérables, en particulier les femmes? Et comment elles font pour le faire de façon, disons, la plus adaptée possible en fait, hein. Donc en ayant une compréhension fine de leurs besoins et en adaptant du coup une offre de produits et de services qui soit la plus adaptée. Et c'est comme ça qu'en fait on sait qu'on va réussir on a plus de chances en tout cas de générer le plus d'impact possible, hein. C'est vraiment en comprenant finement les besoins des populations sur les territoires et en accompagnant ça la façon la plus proche possible. Notre dernier pilier, c'est un pilier qu'on appelle le soutien à la lutte contre le changement climatique. Et il s'agit là, en fait, d'adopter, enfin, d'accompagner, en fait, la transition aussi vers des pratiques plus vertueuses. On voit, par exemple, que nos entreprises agricoles, bon, c'est de formidables outils de lutte contre le changement climatique, puisque elles sont enfin, voilà, la production agricole en fait est très proche de la nature. On va planter des arbres, on va promouvoir l'agroforesterie. Vous voyez, donc typiquement, on a un enjeu à accompagner ces organisations vers des certifications biologiques, équitables, qui vont non seulement permettre aux populations d'accéder à des marchés un peu plus premium, ça veut dire que comme les produits sont certifiés, ils vont être payés davantage, ou alors ils vont bénéficier aussi des primes associées au commerce équitable et qui vont leur garantir un revenu minimal. Mais en plus, on va aussi s'assurer qu'il n'y a pas de déforestation, qu'on est aux normes européennes, par exemple, sur ces sujets-là. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et pour lequel on les accompagne, hein, le plus possible. La dernière chose, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'additionnalité, qui est un peu
notre pilier, comment dire, c'est plus un pilier transversal, ça vise à soutenir, ça vise en fait à avoir une approche un peu stratégique de l'usage de nos ressources. C'est-à-dire que on veut avoir de l'impact et pour avoir de l'impact, de façon un peu bête et méchant, on va travailler en fait directement, on va faire en sorte qu'il y ait enfin, plus notre argent est rare et plus en fait il va avoir une additionnalité. Ça veut dire que si on n'est pas là, la coopérative agricole à laquelle on fournit le financement aura beaucoup de mal en fait à trouver un financement alternatif au nôtre. Et donc ça aura un effet très direct en fait sur sa capacité à acheter plus ou moins de matières premières à un bon prix aux producteurs agricoles. Donc ça, pour nous, c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'on l'a défini ça en disant intervenir là où les autres ne vont pas. C'est-à-dire qu'on va chercher en fait à amener notre argent aux endroits qui sont les plus difficiles d'accès pour les financeurs, les pays les plus risqués, les pays les plus pauvres. Et quand on est dans ces pays-là, on travaille en zone rurale. Et puis quand on est en zone rurale, on va plutôt travailler avec des petites organisations, celles qui sont souvent considérées trop fragiles. Et on fait ça en adaptant notre offre, évidemment, de la façon à ce que ce soit le plus pertinent possible pour les organisations, que l'argent arrive au bon moment, avec le bon montant, afin qu'elles puissent mettre en œuvre leurs activités. Voilà, et puis tout ce suivi en fait se fait grâce à des outils dont la CIDI dispose en interne. On a des outils d'évaluation sociale et environnementale au continu. À chaque fois qu'on rentre dans les organisations, on discute avec elles de la façon dont elles avancent sur ces sujets. Et puis enfin, on réalise de temps en temps des évaluations ce qu'on appelle des évaluations d'impact au sens large du terme, pour essayer de voir quels sont les effets des produits et services apportés sur les clients finaux, éventuellement identifier quand il y a des choses qui fonctionnent moins bien et faire en sorte qu'on les améliore avec nos partenaires dans une logique voilà, aussi constructive que possible. Et Ariane, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Ariane Bévière, je travaille avec Lyon dans le pôle performance sociale et environnementale. Donc maintenant qu'on vous a présenté un petit peu toute la mission de la CIDI et tous ses objectifs, on va rentrer vraiment dans le concret, on va dire, des résultats de l'année 2024. En commençant donc par ce pilier, la fameuse additionnalité dont Yann vous a parlé. Donc l'additionnalité de la CIDI, encore une fois, c'est voilà, notre valeur ajoutée, ce qui nous différencie d'investisseurs, on va dire, plus traditionnels. Et voilà, je voudrais rappeler juste que la CIDI peut se permettre en fait d'être dans cette recherche permanente d'additionnalité parce qu'on a un modèle économique qui nous le permet. Donc, on a les ressources et la flexibilité nécessaires pour justement être en capacité de prendre davantage de risques peut-être que d'autres investisseurs et surtout voilà, d'adapter vraiment notre offre aux besoins de chaque partenaire. Donc, quelques petites statistiques sur cette additionnalité en 2024. Donc déjà, le fait d'aller là où les autres ne vont pas, donc comme Yon disait, c'est vraiment un objectif, on va dire, de ciblage. Donc on va essayer de cibler des pays qui sont peu desservis par la majorité des investisseurs parce que considérés tout simplement trop risqués. Donc ça va se traduire par un certain nombre d'indices qu'on évalue chaque année, notamment l'IDH, donc l'indice de développement humain, ajusté aux inégalités dans ce cas-là. Donc on va essayer de s'assurer qu'on investit dans des pays où le niveau de développement justement est assez faible et qui sont caractérisés souvent par des niveaux de pauvreté importants. Donc là, vous pouvez voir que 80% de notre portefeuille était investi dans ce type de pays en 2024. On va également investir davantage dans des pays qui sont vulnérables aux chocs externes et notamment aux chocs climatiques, parce qu'évidemment, c'est un défi de plus en plus important. Donc pour ça, on a également un indice qu'on évalue chaque année. Et donc 40% de notre portefeuille était investi dans ce type de pays en 2024. Ensuite, on va donc pas seulement se concentrer sur le type de pays qu'on cible, mais aussi sur le type de zone qu'on va cibler. Et donc, on va cibler au sein des pays les zones qui sont encore plus affectées par la pauvreté que d'autres, et donc en particulier les zones rurales. Et donc en 2024, vous pouvez voir que donc 65% des partenaires de la CIDI avaient un ciblage rural. Et enfin, outre ce ciblage géographique, on va essayer de cibler des organisations en particulier qui sont peu desservies par d'autres investisseurs. Et donc, 29% des partenaires de la CIDI
Enfin, la CIDI était le premier investisseur international pour 29% de ses partenaires en 2024. Donc, ce qui montre bien qu'on prend le risque d'investir dans des structures voilà, qui pour l'instant, n'avaient pas ce financement international. Donc ça, c'est vraiment la première facette de notre additionnalité. Et la seconde, c'est le fait on a donc la flexibilité et la capacité d'adapter notre offre aux besoins des partenaires. Donc, Yon en a parlé un petit peu, mais donc on a voilà, cette double activité de financement, d'accompagnement. Dans le financement, on est capable donc de faire des prêts de campagne, mais aussi des prêts à l'investissement, de la prise de participation. Et pour la prise de participation, notamment, donc on a 27% de notre portefeuille qui était investi en prise de participation en 2024, ce qui est bien supérieur quand on regarde les chiffres de nos pairs, d'autres investisseurs, disons, à impact. Et on a également la capacité d'offrir des financements de relativement petite taille qui sont adaptés en fait au type de structure qu'on finance, qui sont souvent des petites institutions de microfinance ou des coopératives agricoles qui ont des besoins de financement finalement assez faibles. Et donc nous, on a la capacité de faire ça et on a donc un investissement moyen qui était 3 fois inférieur à celui de nos pairs en 2024. Et du côté accompagnement, donc la spécificité de la CIDI, c'est le fait qu'on soit en capacité de proposer de l'accompagnement direct. Donc les salariés de la CIDI peuvent proposer de l'accompagnement. Le pôle PSE notamment, on en fait de plus en plus et on va vous donner des exemples un peu plus tard. Et on a également un réseau de consultants bénévoles qui sont aussi en capacité d'accompagner nos partenaires sur un certain nombre de chantiers assez spécifiques et qui aussi, dans certains cas, siègent directement au conseil d'administration de nos partenaires, ce qui leur permet voilà, d'assurer vraiment un soutien sur le long terme dans la stratégie. Et on a également donc cet accompagnement direct et l'accompagnement qu'on appelle indirect. Donc là, c'est vraiment, on a des poches d'assistance technique dans lesquelles on peut piocher quand il s'agit de projets pour lesquels la CIDI n'a pas forcément l'expertise en interne. Et donc là, on est capable de demander du soutien de consultants externes rémunérés. Et donc, on voulait cette année un petit peu illustrer cette additionnalité en vous donnant un exemple concret d'un partenariat. Et on a choisi donc l'organisation SICSA en Amérique centrale, qui est une organisation de refinancement. Donc, c'est un partenaire un peu particulier parce que c'est une institution qui finance des institutions de microfinance en Amérique centrale. Donc, en l'occurrence, elle finance 36 IMF dans 6 pays d'Amérique centrale. Et donc, ça permet en fait de toucher un nombre important de bénéficiaires, donc quasiment 2 millions d'emprunteurs dans cette région. Pourquoi on a choisi SICSA pour illustrer l'additionnalité? Parce qu'on s'est dit que ça représentait vraiment justement les deux facettes dont je vous parlais. Donc déjà parce que l'Amérique centrale s'inscrit vraiment dans l'objectif de ciblage de la CIDI, d'aller là où les autres ne vont pas. Tout simplement parce que c'est une région où les besoins sont très importants, mais qui est encore peu desservie par les investisseurs parce que souvent considérée comme trop risquée. Et donc, pour vous donner un exemple, le Nicaragua, où SICSA concentre donc 30% de son portefeuille, c'est un des pays les plus pauvres de la région. C'est un pays qui est caractérisé par un manque d'accès important aux services basiques, notamment à la finance, enfin au financement pour la population. Et c'est un pays surtout où le risque politique est assez important. Et en plus de tous ces défis, ces dernières années, on a un certain nombre de chocs climatiques qui sont venus un petit peu empirer toute la situation. Donc tout ça fait que la majorité des investisseurs peuvent être un petit peu réticents à investir au Nicaragua. Donc en investissant dans SICSA qui agit énormément au Nicaragua, la CIDI voilà, essaie de contribuer à l'inclusion financière dans un pays où en fait il y a un fort déficit d'accès au financement. Et ensuite, la deuxième facette de l'additionnalité, donc adapter l'offre aux besoins du partenaire. Donc la CIDI est en partenariat avec SICSA depuis 2019. Et le partenariat en fait a évolué au fil des années et au fil des besoins de SICSA. Donc premièrement, la CIDI a été prêteuse, puis est devenue actionnaire suite à un besoin exprimé par le partenaire. Et donc, il y a eu un consultant qui a commencé à siéger au conseil d'administration de SICSA et à apporter son soutien dans la stratégie de l'organisation.
Et plus récemment, en 2024, il y a eu également un accompagnement technique du pôle PSE de la CIDI, donc accompagnement en direct, pour aider SICSA en fait à structurer davantage sa démarche sociale et environnementale pour attirer plus de financement de fonds à impact, parce que voilà, ils étaient dans une démarche de recherche de fonds et ils avaient un impact très positif, mais ils ne savaient pas très bien comment le valoriser. Donc, on les a accompagnés en direct pour faire ça. Donc, voilà pour le petit exemple de l'additionnalité de la CIDI. Et ensuite, on peut passer donc à voilà, nos 3 objectifs de mission et comment nos partenaires contribuent directement à l'atteinte de ces objectifs de mission. Donc, le premier objectif, c'est celui donc, de réduire les inégalités économiques. Donc là, le but pour la CIDI est en fait de soutenir des organisations qui vont créer de la valeur ajoutée et qui vont contribuer à générer de la croissance économique locale. Donc, on regarde un certain nombre d'indicateurs. On en a mis 3 exemples ici. On regarde en premier lieu les emplois. Donc, en 2024, on avait à peu près 32 500 personnes qui avaient un emploi permanent grâce aux organisations financées par la CIDI. Et donc, ça, c'est en augmentation constante depuis quelques années. Et ensuite, on va regarder pour les IMF la part de leur portefeuille qu'elles dédient aux activités génératrices de revenus, qui sont en gros l'agriculture, le commerce, l'artisanat, tout ce qui va générer en fait des revenus et de la croissance locale. Et donc là, on avait 72% du portefeuille qui était dédié à ce type d'activité. Et pour les entités agricoles partenaires de la CIDI, on va regarder lesquelles ont une capacité de transformation en interne, tout simplement parce que, surtout en Afrique, en fait, souvent les matières premières donc, viennent par exemple d'Afrique, mais sont ensuite exportées en Asie pour être transformées, puis de nouveau exportées pour être en Europe, pour être consommées. Et donc nous, ça génère en fait une perte de valeur ajoutée importante pour les pays africains, par exemple. Et donc c'est pour ça que la CIDI va essayer de cibler des organisations qui ont leur propre capacité de transformation, leur propre usine, pour garder cette valeur ajoutée localement. Donc voilà 3 indicateurs qu'on voulait vous donner en exemple. Et un petit cas concret qu'on a fait pour illustrer notre contribution à cet objectif de réduction de l'inégalité économique. Donc, depuis quelques années, la CIDI investit de plus en plus dans la filière de la noix de cajou. Donc, vous voyez les chiffres clés. On a 11 partenaires qui en produisent, 1,5 million d'euros décaissés pour cette filière en 2024 et elle représentait 17% du portefeuille agricole de la CIDI. Mais c'est relativement récent. Et en fait, cet intérêt croissant pour la filière de la cajou, il vient du fait que les filières plus traditionnelles, on va dire, qui sont le cacao et le café, étaient particulièrement affectées ces dernières années par des aléas climatiques, ce qui, évidemment, avait un effet sur les rendements de nos partenaires et donc, au final, également sur les bénéficiaires finaux, sur les producteurs. C'est pour ça que depuis plusieurs années, la CIDI encourage nos partenaires à se diversifier, et notamment avec la noix de cajou. Pourquoi la noix de cajou? Parce qu'elle est plus résiliente justement face aux aléas climatiques et notamment face à la sécheresse, ce qui la rend donc particulièrement intéressante. Et pour les petits producteurs, le fait de combiner la production du cajou, avec par exemple le cacao, ça leur permet d'assurer des revenus en cas de choc climatique sur la filière cacao et également d'avoir d'étaler leurs revenus sur l'année. Donc ça permet une meilleure stabilité économique. Et donc la CIDI agit à travers ses leviers habituels, qui sont donc des financements, que ce soit prêts de campagne ou prêts à l'investissement. On a aidé certains de nos partenaires à construire ou à améliorer justement leur capacité de transformation de la cajou. On a également accompagné certains partenaires cajou grâce à notre offre d'assistance technique. Et je pense que ce qui est particulièrement important à considérer avec cette filière cajou, c'est qu'elle est très intéressante, mais elle présente un certain nombre de risques sociaux et environnementaux qu'il faut considérer. Et donc la CIDI fait attention à, bien vérifier que ces risques sont pris en compte. Donc notamment, je vous parlais de la transformation. Donc le problème avec cette filière en Afrique, c'est que justement,
l'acajou est produite en Afrique, puis souvent transformée en Asie avant d'être exportée en Europe. Donc là, typiquement, la CIDI fait bien attention à ne travailler avec des institutions, seulement avec des institutions qui ont cette capacité de transformation du cajou localement. Donc c'est 100% de nos organisations partenaires productrices de cajou qui ont une capacité de transformation. Donc ça permet déjà de réduire l'impact carbone, l'impact environnemental de cette production, et ça permet aussi de garder la valeur ajoutée dans le pays, comme je le disais. Et deuxième risque qu'il faut considérer, c'est le fait que, enfin, il touche aux conditions en fait de transformation de la noix de cajou, qui contient en fait une résine qui peut être nocive pour la peau et pour les nappes phréatiques si elle est mal gérée. Et donc là encore, la CIDI va faire particulièrement attention à investir dans des organisations qui font attention et qui gèrent de manière responsable. Voilà, c'est les coques de la noix de cajou qui contiennent ce liquide corrosif. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Yon pour la suite des objectifs. Merci Ariane, merci de parler de cette filière cajou là, qui est un peu pas une nouveauté de 2024, mais en tout cas qui s'est bien développée pendant l'année, amenant par exemple la CIDI à engager des ressources dans le financement d'usines, ce qui est un peu nouveau aussi pour nous, des financements plus longs. Donc vous voyez un peu comment ça illustre bien en fait aussi la façon pour nous d'adapter les produits financiers que nous proposons à nos partenaires selon les besoins. Alors, pour l'objectif numéro 2, donc là, on s'intéresse davantage effectivement aux bénéficiaires finaux de ces organisations. Vous rappelez que nos partenaires touchent environ 10,4 millions de personnes en tout. Et parmi eux, 50% en fait sont des personnes rurales. En forte croissance en 2024, notamment parce qu'on a développé ce portefeuille donc comme je disais en introduction, on a augmenté le nombre de nos partenaires entreprises agricoles et on a également eu une ou deux nouvelles institutions de microfinance qui sont rentrées en portefeuille qui avaient une exposition en zone rurale relativement forte. Donc ça explique ces évolutions. Là-dedans, on a 51% de bénéficiaires qui sont des femmes. Alors il y a une grosse différence entre les institutions de microfinance et les entreprises agricoles, là pour le coup, puisque en général, nos institutions de microfinance ont un mandat de lutte, d'apporter des services et des produits aux femmes. Ça, c'est quelque chose de très classique chez nous et que nous, on regarde en fait beaucoup quand on analyse les dossiers d'investissement qui nous parviennent. Là où pour les entreprises agricoles, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et c'est souvent des organisations qui ont plus de producteurs hommes en réalité. Donc là, on va évidemment chercher à développer la capacité de ces entreprises agricoles à toucher les femmes. Et ça passe aussi par la diversification des services et notamment la transformation locale, par exemple, comme ça a été illustré par la filière cajou. Enfin, nos partenaires en fait proposent, en plus des services financiers ou des services agricoles qu'ils apportent à leurs clients ou à leurs fournisseurs, des services non financiers. Donc, typiquement, pour une institution de microfinance, ça va être de la formation à la bonne gestion d'une petite entreprise, à l'organisation d'un étal, à la prise de parole en public, par exemple. Donc, ce sont des choses qui arrivent qui ont beaucoup de valeur, en fait, pour les personnes qui bénéficient de ces services. On a également, dans les entreprises agricoles, on va pouvoir avoir comme service, par exemple, la capacité à proposer un produit d'épargne à un petit producteur agricole, ou alors du côté des pépinières, les coopératives peuvent faire pousser des arbres qu'elles vont, par exemple des arbres d'ombrage, qu'elles vont pouvoir donner aux agriculteurs qui vont les planter en complément des arbres qui génèrent des revenus. Et ces arbres vont apporter tout un tas de services écosystémiques, de l'ombrage, des intrants, à enrichir le sol, de l'humidité, qui vont être à la fois favorables à la pousse et à la bonne santé donc des arbres
des cacaoyers, des caféiers et autres arbres qui sont ceux qui leur rapportent des revenus, mais qui vont également avoir un effet global hein, sur le climat en captant du CO2 et en réduisant hein, les effets du changement climatique grâce aux effets tampons un peu qu'ils fournissent. Donc, c'est des services qui sont extrêmement importants. Dans l'agriculture bio, par exemple, aussi, on a parlé de ce qu'on appelle la RGPD, la réglementation pardon, pas les RGPD, excusez-moi, la réglementation zéro déforestation importée de l'Union européenne. Donc, c'est une réglementation dont vous avez peut-être entendu parler, puisque ça fait malheureusement 2 ans qu'elle est repoussée au niveau européen voilà, par les partis populistes. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est dans la réglementation, il y a une obligation pour des producteurs qui exportent hein, des matières premières pour une dizaine de filières, de géolocaliser les parcelles de production. Vous imaginez bien que pour des petits producteurs agricoles, c'est quand même très compliqué. Mais les coopératives ou les acheteurs, en fait, avec lesquels ils travaillent, vont mettre à disposition des outils et vont réaliser ce travail. Et nous, grâce à notre assistance technique, on va pouvoir le financer. Donc ça, c'est typiquement des choses qui sont rendues possibles, par exemple, par la Fondation ACT, qui apporte des financements sous forme de subventions à la CIDI pour accompagner ses partenaires les plus fragiles, ou à travers d'autres enveloppes d'assistance technique dont on dispose, notamment du côté de notre fonds de dette FEFISOL. Et les enjeux sont colossaux, évidemment, pour ces organisations qui sont exposées à l'export et qui pourraient être contraintes de ne plus exporter en fait, hein, vers l'Union européenne, avec des grosses pertes hein, de revenus pour elles. Et pour illustrer hein, cet exemple, pour le coup, on voulait vous parler de Al Majmoua. Al Majmoua, qui est une institution de microfinance libanaise qui se trouve dans un contexte extrêmement compliqué. Vous savez que depuis 2019, le Liban enchaîne crise sur crise hein, entre crise financière, les explosions dans le port hein, ou encore la guerre dans le sud du pays. Et donc, c'est une institution, Al Majmoua, qui était de grande taille hein, au Liban, 100 millions de dollars de portefeuille, une institution de référence avec un focus social très marqué. Et en 2 ans, son portefeuille, il est tombé à 3 millions de dollars, donc ils ont perdu 97% du portefeuille. Ils ont fermé 80% de leurs agences, un tiers de leurs salariés étaient déplacés du fait de la guerre. Voilà. Et donc, il a fallu trouver des façons, en fait, de poursuivre de maintenir les emplois pour les salariés qui le souhaitaient ou le pouvaient, et donc de se projeter finalement vers un futur qui était parfois un peu difficile à imaginer, évidemment, pour les gens qui travaillaient chez Al Majmoua, mais qui était nécessaire, en fait, de garder en vue, notamment pour pouvoir maintenir des liens avec leurs partenaires, dont Sidi. Donc Sidi, sur cette institution de microfinance, en fait, a eu beaucoup de pertes d'un point de vue des prêts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu rembourser hein, l'argent qu'on leur avait prêté. On comprend bien, hein, étant donné la situation qu'ils ont vécue. Et donc, il s'agit en fait de relancer un peu la relation partenariale aussi à un moment où Al Majmoua a fait montre hein, de ses capacités d'adaptation exceptionnelles, a montré qu'elle restait mobilisée pour ses clients. Et donc, on a commencé à leur financer en fait une étude d'impact par un partenaire en fait qui est assez à la mode dans le secteur de la microfinance, s'appelle 60 Decibel, qui a donné un rapport avec des très bons résultats, qui a servi à Al Majmoua à retourner voir des investisseurs, hein, investisseurs qui étaient inquiets, qui ne voulaient plus investir au Liban. Hein, le Liban, il faut quand même, le secteur financier ne fonctionne plus du tout. Hein. Il y a 2 monnaies différentes avec des cours de change qui sont très compliqués à comprendre et qui changent tout le temps. Enfin, on est quand même dans une situation financière très compliquée et il n'y a que les institutions de microfinance qui continuent à offrir des services structurés à leurs clients. Et donc, voilà, ce rapport a permis donc au directeur de l'organisation de relancer les conversations avec un certain nombre d'institutions, dont la CIDI d'ailleurs. Voilà, on a pu recommencer à parler d'autre chose que le remboursement de ce million d'euros voilà, qui était perdu, ou le non-remboursement, je devrais dire. Ça a suivi par une mission d'Ariane avec Jean-Baptiste Cousin sur le terrain pour aller les voir et un travail donc d'accompagnement sur les sujets environnementaux qui a abouti encore la semaine dernière, pendant la semaine européenne de microfinance,
à une présence du directeur de Almage Moi pour parler de ce que c'est la réalité en fait d'une institution qui traverse des catastrophes et des guerres et comment on fait pour continuer continuer en fait à opérer et apporter des services à ses clients. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans la façon dont vous voyez, le social et l'environnemental, c'est pas que quand tout va bien. Pour nous, c'est quelque chose qui est toujours là et ça donne des portes pour relancer des discussions avec les partenaires. La suite peut-être. Merci. Et puis le dernier objectif, donc on a un objectif donc de lutte contre le changement climatique dont on a parlé. Donc nos institutions financières en fait proposent, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte en fait les effets du changement climatique sur leurs clients et vont essayer de les accompagner dans la transition vers, disons, pour s'adapter, en fait, vous savez, donc aux effets du changement climatique, parfois en s'équipant d'une pompe pour pouvoir irriguer lorsque les régimes des pluies deviennent trop erratiques, ou pour changer tout simplement de filière de production, ou se doter de panneaux solaires, voilà, ce genre de petits services qui vont accroître leur résilience et la capacité à absorber des chocs lorsqu'il y en a, notamment des chocs environnementaux. Il y a une sensibilisation environnementale qui est faite, il faut une conscience, évidemment, des enjeux environnementaux pour agir. Et avec nos partenaires coopératifs de production agricole, c'est un sujet particulièrement important. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser des intrants qui soient moins chimiques, qui soient produits localement, malgré le fait que pendant peut-être 1, 2, 3 années, ça va générer une baisse de rendement à court terme, le temps que l'écosystème se rééquilibre, que le sol s'enrichisse à nouveau. Donc ça demande de la sensibilisation permanente. Et aujourd'hui, on a 76% de nos entreprises agricoles qui apportent ce service de transition vers des pratiques agroécologiques pour leurs producteurs. Et peut-être donc un dernier exemple pour illustrer ça. Donc Kitagata Mix Farmer en Ouganda. C'est une entreprise Kitagata qui est particulièrement intéressante parce qu'en fait, elle, pour le coup, ne s'appuie pas sur les mécanismes du commerce équitable. Elle n'est pas dans les marchés d'export. En fait, c'est une entreprise qui accompagne donc quasiment 600 producteurs pour produire des ressources qui sont mises à disposition des marchés locaux en Ouganda. Et là aussi, les conséquences du changement climatique sont très claires, avec des sécheresses et des saisons qui sont de plus en plus compliquées à gérer. Et donc, la réponse qui est apportée par Kitagata, c'est une forte proximité avec ces producteurs pour comprendre, comprendre où sont les besoins, pour apporter des formations, apporter des services. Là où moi je trouve que c'est Ariane et moi qui avons accompagné Kitagata là récemment justement sur les questions d'objectifs sociaux et environnementaux et comment est-ce qu'on les définit, comment est-ce qu'on les suit, comment on peut se mettre un petit peu au niveau finalement des attentes d'un investisseur international sur ce sujet. Mais Sidi ne finance pas Kitagata et c'est là où je voulais en venir. Kitagata aujourd'hui c'est un fournisseur d'une entreprise qui est financée par Soluti. Voilà. Et en fait, c'est parce que c'est une très petite coopérative. Et donc là, nous, en fait, le travail que nous faisons se fait en amont de un futur financement de Soluti pour Kitagata, dont on espère qu'il pourra avoir lieu rapidement. Et là, on est sur des montants beaucoup plus bas que ce que vous avez vu. Vous vous souvenez que Ariane vous parlait d'un prêt moyen autour de 400 000 euros. Pour la CIDI, ça dépend un peu des entreprises, mais là, le prêt dont on parle, c'est plutôt de l'ordre de 50 000 euros. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est possible parce que l'équipe de Soluti est sur place et a noué des liens avec Kitagata Mix Farmer. Là où nous depuis, en tant que CIDI, on a un petit peu plus de mal sur ce sujet-là, évidemment. Voilà pour les illustrations de cette présentation. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, on a un petit peu dévié dans le temps, mais il reste du temps pour des questions. Et je reprends, merci pour ça. J'étais en train de répondre à une question justement. Il y a pas mal de questions. Déjà, certains ont été répondus dans la chat, comme on dit, mais il y en a d'autres. Je voulais prendre un premier. Il y avait une question autour des objectifs de développement durable numéro 14 sur l'océan. Est-ce que la CIDI travaille
pour conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Sinon, j'ai un petit élément que je voulais ajouter. Vas-y, Nick, si tu veux. OK. Ben, effectivement, hein, le CIDI en direct ne fait pas ça, hein. Je pense que, sauf que je me trompe, hein, on n'est pas vraiment sur le littoral, etc. En revanche, peut-être quand même pour défendre cet ODD numéro 14, hein, sur l'océan, le CCFD Terre solidaire, dans ses actions partenariales, mais cette fois-ci plutôt avec les organisations civiles ou les organisations des pêcheurs, etc. J'étais moi-même à une époque assez impliqué en Indonésie là-dessus. Le CCD Terre solidaire est assez activement impliqué dans différents endroits, en Inde, en Amérique latine, aussi en Indonésie, sur justement Sri Lanka, sur justement ces enjeux de protection des petits pêcheurs, hein, puisque c'est quand même assez important, bien sûr, dans la lutte contre la faim, l'accès à les protéines d'origine marine est extrêmement important. Je regarde si j'avais d'autres questions, sinon mes collègues peuvent aussi m'aider, peut-être. Isabelle, Sandra. Oui, moi, je peux t'aider. J'ai une question sur pourquoi la CIDI arrive à financer certaines organisations et que d'autres ne le font pas parce que c'est trop risqué. Je peux peut-être proposer un premier élément de réponse. La CIDI est en fait est organisée pour ça et depuis toujours. C'est-à-dire que parmi les fondateurs de la CIDI, il y a des personnes qui ont compris très vite que s'appuyer sur les particuliers, notamment à travers la finance solidaire, l'épargne solidaire, l'épargne salariale solidaire, tous ces outils qu'on a en France, mais également l'actionnariat solidaire, c'est-à-dire la capacité pour des particuliers d'acheter une action ou plusieurs actions de la CIDI. Eh bien, ces ressources-là, en fait, nous permettent de faire des choses différentes de ressources qui viendraient d'un grand bailleur international avec toutes les contraintes en fait que ce bailleur lui nous mettrait, qui sont des contraintes souvent prudentielles et généralement un peu déconnectées en fait de la réalité de nos partenaires, hein, puisque eux travaillent avec des organisations qui sont beaucoup plus grosses et en fait ils nous appliquent les mêmes règles. Et donc une organisation qui est plus grosse, ça veut dire une organisation avec plus d'intermédiaires, avec plus de complexité, avec beaucoup plus de zones de flou que les nôtres qui sont beaucoup plus directement, en fait, hein, qui sont directement en contact avec les bénéficiaires finaux. Il y a d'autres, donc ça c'est pour vous donner une réponse globale. Après, d'un point de vue spécifique, par exemple, la CIDI est dotée d'un fonds de garantie interne qui est voilà, qui est quelque chose qui est rendu possible grâce à un certain nombre d'organisations qui mettent à disposition une enveloppe de financement qui permet à CIDI éventuellement de prendre des pertes. C'est-à-dire que si jamais il y a un risque qui arrive, parce que je sais pas, moi, on est au Nicaragua, le contexte politique est toujours compliqué, d'un coup, on a l'impression qu'on va peut-être perdre de l'argent. Ben, nous, en fait, on peut décider que si on perd de l'argent, c'est ce petit fonds de garantie qui couvrira la perte. Alors, en général, on perd pas l'argent. Ça arrive parfois quand même. Mais en fait, ça nous permet de respirer un peu, si vous voulez, et donc de continuer à travailler au Nicaragua, là où d'autres investisseurs, tout simplement, s'en iraient. Donc, en fait, on peut dire qu'on a une autre manière de gérer le risque que les investisseurs classiques. On s'appuie pas sur les mêmes outils, et grâce à ça, en fait, on est capable de faire des choses qu'ils ne font pas. Par exemple, investir en Haïti l'année dernière. On est très présent à Madagascar, on est au Kivu, voilà, dans tout un tas d'endroits où les investisseurs n'investissent plus depuis un certain nombre d'années, ou alors très peu. Merci pour ça, Yon. Il y a une question de Patrick Kosman. Allez-y, je vois votre main là en l'air. Patrick Kosman, vous êtes là? Ou est-ce que c'est juste un micro? Ah oui, voilà. Ça y est? Oui, est-ce qu'il y a pas un risque de, je dirais, de politique d'instrumentalisation par les États et les organisations politiques présentes dans les États où on intervient pour canaliser des financements vers des secteurs qui favorisent le pouvoir en place? Comment est-ce qu'on résiste à cette instrumentalisation potentielle dont les pouvoirs publics sont généralement assez friands? Oui, peut-être une première réponse, mais j'invite les collègues d'ajouter si je
si j'oublie que enfin, l'identification des partenaires, c'est en fait un travail assez important, hein. Donc c'est pour ça que nos chercheurs de partenariat sont là, qui font donc sur le terrain, qui font un diagnostic qui est assez poussé. C'est pas uniquement un diagnostic, bien sûr, sur le plan financier, hein, c'est normal, hein, donc sur plusieurs années, quels sont les comptes, est-ce qu'ils ont été audités, quelles sont les marges, etc., pour vraiment comprendre le modèle économique de nos partenaires. Aussi, bien sûr, la dimension sociale et environnementale. Est-ce que ça bénéficie à des gens vraiment exclus ou non, etc. Quel type de produit? Est-ce que c'est un produit, si c'est un produit agricole, est-ce que c'est pour l'export, justement pour consommation locale? Il y a la question là, est-ce que c'est un monoculture? Ben, nous, on essaie toujours d'identifier plutôt des coopératives ou des groupes qui travaillent sur des petites surfaces avec effectivement plutôt une logique d'agriculture familiale. Ah, donc, à travers ces diagnostics, qui sont faits par d'autres instances au sein même de la CIDI, on essaie justement d'éviter le plus possible d'être instrumentalisé par un pouvoir en place, quoi. Après, il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est quand même pas si grand que ça, hein. Donc, les prêts pour une campagne, pour une coopérative et qui exporte le cacao, bon, c'est quand même des gens qui travaillent vraiment, qui ont besoin de ce prêt et qui permet effectivement de faire revenir, donc, normalement, du cacao ou du café, en plus bio et commerce équitable, hein, donc dans des conditions qui sont effectivement aussi bien les nôtres que ceux qui vont transformer ça, comme par exemple l'étiquable en France. Donc, on essaye d'être aussi sur des secteurs où on peut effectivement éviter ce type d'instrumentalisation. Ceci dit, c'est tout. Depuis que je suis là, je n'ai pas eu beaucoup d'écho là-dessus. Donc, je pense que ça va quand même dans la réalité. Mais on ne peut pas, bien sûr, garantir à 100% que ces choses-là ne se présentent pas, hein. Euh, Tout dépend bien sûr aussi de l'enjeu pour le pouvoir politique. Est-ce que c'est une structure qui peut être utile à eux? Ah, c'est sûr que si c'était une coopérative avec 1 million de membres dans le pays, ça devient une machine de vote, hein, pour une élection, par exemple. Si c'est une coopérative avec 2000 membres, c'est pas la même chose, hein, c'est pas ça. Enfin, au moins sur un niveau national, peut-être local. Mais je sais pas s'il y a des compléments. Ça va, Patrick Et- Osman? Sinon, je Oui, passe. merci de cette réponse. Merci. Une main Roger levée de Silière. Roger Silière. Oui, c'est ça. Roger Silière, allez-y. Vous avez le Entendez? micro. Oui, Ouais, oui, c'est bon. oui, oui, Très oui. bien. Je me permets en tant que bénévole d'ajouter en toute modestie un petit quelque chose que vient de dire Nicolas. En tant que bénévole, lorsqu'on va faire des missions d'audit ou d'assistance technique ou de gouvernance, c'est-à-dire lorsqu'on est administrateur, ça fait aussi partie de notre rôle que de mettre en exergue ces risques-là. Et donc, lorsque nous faisons nos rapports, lorsqu'il y a un sujet sur ce thème, qui- ça peut arriver, c'est quelque chose, c'est une question tout à fait pertinente et ça Hmm. peut arriver. On le fait, on fait remarquer qu'il y a un risque de cet ordre-là et après, évidemment, il est décidé ou pas de tenir compte de cette remarque, mais c'est quelque chose que les bénévoles font remonter, évidemment, aux instances de décision de la City. Peut-être important effectivement de souligner ça. Merci Roger, hein, que à côté des salariés, on a effectivement un groupe de plus de 20 bénévoles experts qui sont souvent issus du monde de banque et de tout ce qui est développement économique, etc. Et qui nous appuient, qui sont souvent sur le terrain pour nous, donc bénévolement, et qui permet effectivement des regards extrêmement pertinents sur soit les chiffres, soit la technicité, soit la gouvernance, etc. de nos partenaires. Donc, merci pour ça aussi, Roger. Christina, tu voulais réagir aussi, vas-y. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis responsable des opérations d'Amérique latine à la CIDI.
Et peut-être juste rajouter aussi qu'en amont de chaque investissement et même de chaque instruction de dossier de financement, l'équipe juridique fait aussi un check-lab, disons, des personnes plus exposées, disons, des gérants hein, des institutions. Voilà, pour voir si ce sont des personnes politiquement exposées ou pas, et puis tout un check aussi pour être aux normes de la lutte contre le blanchissement et le terrorisme. Donc il y a aussi ce filtre-là qui est fait par l'équipe juridique de la CIDI. Obligatoirement, oui. Il y a une question, je vois là, de Fanja de Fatch, en Madagascar, sur l'outil d'analyse des crédits agricoles. Et j'avoue que j'ai pas, je suis un peu trop jeune pour ça, de réponse tout de suite à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui pourrait finalement répondre à ça? Sinon, de toute façon, puisqu'on note toutes les questions, à essayer de vous faire, de faire une réponse à chaque question ben, de manière écrite et éventuellement partager ça avec, ben, soit, bien sûr, avec les gens qui ont posé des questions, voire avec tout le monde, comme ça vous avez toutes les réponses aussi. Quelqu'un a une info là-dessus, parmi les collègues, sur ces outils d'analyse des crédits agricoles et que, est-ce que d'autres Oui, partenaires l'utilisent? Vas-y, Yann, oui, merci. oui, effectivement. Alors, il y a un des enjeux associés au changement climatique, c'est que l'agriculture devient de plus en plus risquée. Voilà, et de fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, les institutions financières déjà ne voulaient pas beaucoup financer l'agriculture, mais alors c'est vraiment de moins en moins. Et donc, afin d'éviter que ces portefeuilles en fait réduisent comme peau de chagrin, on travaille avec un certain nombre de nos partenaires pour améliorer leur capacité à évaluer en fait la réalité du changement climatique. Par exemple, à un endroit où les régimes des pluies est très perturbé, bah, ça n'aura pas le même effet selon que le producteur agricole produit quelque chose qui demande beaucoup d'eau ou beaucoup d'eau à un moment donné ou selon s'il produit quelque chose d'autre, voilà, qui sera moins dépendant en fait de la pluviométrie. Mais ça demande quand même d'avoir une capacité d'analyse qui est un petit peu plus aboutie que ce que permettent souvent les systèmes d'information de nos institutions de microfinance. Donc, c'est des sujets sur lesquels on les accompagne dans le cadre de notre stratégie environnementale, étant donné que pour nous, évidemment, l'objectif, c'est de financer un maximum de ces personnes qui sont les plus fragiles et les plus exposées au changement climatique. Donc, ça veut dire également bah, donner des capacités d'agir et des financements à taux bonifiés, éventuellement, si ça peut permettre à ces institutions de continuer à adresser les clients agricoles dont le profil de risque est aggravé à cause du changement climatique. Donc, c'est un projet qui est récent, il n'a pas encore été déployé spécifiquement auprès de nos autres partenaires. Cependant, par exemple, notre équipe d'assistance technique a bien conscience que c'est quelque chose qu'on peut pousser vers les partenaires qui auraient envie. Et peut-être un dernier mot là-dessus, on évite d'avoir une approche trop verticale à la CIDI, hein. Même si on sait que les outils sont importants et pertinents, ce qui va compter pour nous, ça va être quand même de partir du besoin hein, des partenaires à chaque fois. Donc ça n'empêche pas de faire de la sensibilisation sur les enjeux associés au changement climatique, mais il n'empêche que, il faut qu'il y ait une demande hein, de la part des partenaires, car c'est eux qui mettent en œuvre. Donc ça explique aussi qu'on ne déploie pas un nouvel outil comme ça auprès de tout notre portefeuille d'un coup. J'espère que j'ai été clair. Merci, Yon, ça c'est très bien. Je vois qu'on a dépassé les 19 heures, mais on a commencé avec un petit retard, mais je pense quand même, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, sauf si je me trompe, si vous mettez votre main en l'air. Sinon, on va peut-être conclure. Virginie, tu as remis ton caméra, c'est excellent. Qu'est-ce que tu dirais comme conclusion de ton point de vue qui est quand même un peu, comme tu disais, hein, le garant de la mission. Est-ce qu'on a bien été dans notre mission en 2024? Voilà. Euh, oui, bah, déjà, je voudrais vraiment remercier l'équipe pour ce remarquable travail, parce que la question de la plus-value sociale et environnementale de nos projets, que ce soit au CCFD, Terre Solidaire ou à la CIDI, c'est pas quelque chose de facile à aborder. C'est quelque chose de délicat parce que elle nécessite à la fois de s'adapter à toutes les situations et on ne peut pas faire des généralités dans ce domaine-là.
Et, voilà. Et puis je suis sensible à ce que Yon disait là juste à la fin en disant que par exemple sur les questions environnementales, ben, on va y aller qu'on va y aller que si les organisations nous le demandent. Et j'ai eu vraiment une expérience cet été au Rwanda où j'ai été visiter une organisation qui travaille avec la CIDI et où les personnes nous ont dit bah, ce qui est bien avec vous, avec la CIDI, c'est qu'on peut vraiment vous parler. Et on n'est pas obligé de vous raconter ce qu'on pense qu'il faut vous raconter. Ça faisait référence vraiment exactement à ce sujet-là, c'est-à-dire il nous disait, ben, en fait, tout le monde veut qu'on parle d'environnement, alors on va vous parler d'environnement, mais c'est pas forcément pour nous, à ce moment-là, la priorité, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément. Et donc, bravo vraiment à la CIDI d'arriver à être au plus près du terrain, au plus près des besoins des organisations. Et c'est bien ça qu'on essaye de faire ensemble. Et c'est bien ça qui fait sens sur l'ensemble des valeurs qu'on défend dans notre ensemble, justement, CIDI, CCFD Terre Solidaire et la Fondation Terre Solidaire, où on a vraiment des moyens et des méthodes de travail qui sont convergentes sur ces sujets. Et puis voilà, je voulais aussi ajouter que on traverse, tu l'as souligné déjà, hein, Nicolas, on traverse des moments difficiles dans un contexte actuel où les financements se resserrent, les financements publics, mais aussi les financements privés, avec une concurrence multiple à la fois sur les donateurs qui sont fort sollicités. Et voilà, donc moi je voudrais aussi vous encourager à soutenir notre travail, le travail de la CIDI en prenant des parts sociales et le travail du CCFD Terre Solidaire en n'hésitant pas à faire des dons. On a plus que jamais besoin pour soutenir ces actions auprès des plus défavorisés, des soutiens privés, parce que comme le soulignait l'équipe, c'est risqué et ce risque en fait il se paye. Et c'est grâce à vous tous qu'on arrive à bah, conjurer ce risque et à continuer d'année en année et depuis 40 ans à la CIDI à travailler avec les organisations les plus en difficulté avec tout le travail d'additionnalité dont vous parliez. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier l'équipe pour ce remarquable travail sur ce bilan social et environnemental. Merci Virginie. Je pense qu'on va clore là-dessus. Donc, effectivement, aussi de ma part, merci à l'équipe. Je vois que Yon est déjà parti. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il va s'occuper de sa petite fille et ça aussi, c'est un rôle important. En effet, merci à tout le monde et à l'année prochaine pour le bilan de 2025. Au revoir. Au revoir.